Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc de nouvelles analyses d'élections législatives. Et oui, nous revenons après plusieurs mois d'absence, effectivement. Je n'ai pas fait de vidéo depuis depuis les législatives allemandes. Pourquoi? Parce que le contexte international s'y prêtait mal, évidemment. Mais évidemment, ne vous inquiétez pas, je suis de retour pour 2022 pour une nouvelle année de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour des législatives dans un pays dont on a déjà parlé. Et on s'attendait pas trop à ce qu'il y ait de législatives maintenant. Normalement, elles étaient pour 2024, donc j'avais le temps. Mais ils se sont dit, tiens, on va faire une crise politique. Voilà, comme ça, Zimbabwe, il va parler de nous. Donc, moi, j'accepte, pourquoi pas. Donc, on parle des législatives portugaises de 2022. Et là, vous allez me dire, mais Zimbabwe, mais qu'est-ce qui se passe, enfin? En fait, c'est très simple. Bon, on rappelle un peu le Portugal, évidemment, des plus vieilles États-nations d'Europe, un pays easy comme ça, voilà, niveau de vie pas trop mal, un peu comme l'Espagne, une république depuis 1910, une dictature jusqu'en 74, intègre l'UE dans les années 80, voilà, puis très marqué par la crise de 2008, Bon, et au niveau politique, en fait, le Portugal, donc, un peu un régime parlementaire et tout, en fait, un régime semi-présidentiel, en fait, qui ressemble un petit peu à la française. J'en avais parlé dans ma vidéo sur la présidentielle, mais c'est vrai que au Portugal, on a un président qui est élu au suffrage universel direct, comme en France, même si le président a beaucoup moins de pouvoir que le président français, et que celui qui a le plus de pouvoir, évidemment, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, qui est António Costa, voilà. Et donc en fait, ce qui est très intéressant chez le Portugal, s'il y a quelques spécificités dont on peut parler, c'est que d'abord, le Portugal est un pays qui est gouverné par un bipartisme. Voilà, donc si on regarde la liste des des chefs de gouvernement portugais depuis 76, on se rend compte qu'il y a que deux partis qui ont eu des premiers ministres. Donc c'est vraiment d'un côté le Parti socialiste de centre gauche et de l'autre le Parti social-démocrate. C'est un peu bizarre parce que social-démocrate normalement c'est plus de gauche, mais bref, donc de centre droit. Voilà, et en fait ces deux partis vraiment gouvernent la vie politique, et il faut savoir qu'en fait ça n'a pas changé, c'est-à-dire que si on se rappelle donc des événements. En 2011, donc on a le Parti social-démocrate, donc de droite, qui arrive au pouvoir, sauf que ils se mettent à faire une politique très d'austérité budgétaire. Pourquoi? Parce que le contexte, évidemment, crise européenne, crise des dettes, tout ça, donc le Portugal c'était pas fou. Donc grosse austérité budgétaire, donc voilà, ça porte un peu ses fruits, on va dire. Le problème, c'est qu'évidemment il y a de la pauvreté et tout, il y a plein de gens qui quittent le pays. Donc qu'est-ce qui se passe en 2015? Il y a la gauche qui arrive avec António Costa, un grand homme, un homme de qualité, voilà, donc qui arrive au pouvoir. Puis ensuite, le mec, il arrive, il fait sa politique, et 4 ans plus tard, de nouvelles législatives, et là, le mec augmente son score, augmente son nombre de sièges. Ça, c'est quand même pas mal, C'est quand même plutôt pas mal à remarquer. Et donc, António Costa, voilà, était là. Et donc, il a 108 députés sur 230, donc c'est presque la majorité, avec un seul parti, donc ça, c'est pas mal. Et donc, Costa et le Parti Socialiste, donc, a gouverné avec d'autres coalitions de gauche, voilà. Coalition démocrate unitaire, et donc le bloc de gauche, donc des partis, de gauche radicale et d'extrême gauche, voilà. Et en fait ça s'est plutôt bien passé, voilà, tranquille. La crise pandémique, c'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu trop de problèmes. Bon, il est mort comme partout et tout, mais le Portugal s'est lancé dans une politique de vaccination massive, et franchement est en avance, je crois que c'est le pays le plus vacciné d'Europe, donc c'est quand même pas mal du tout à respecter. Mais en 2022 tout a explosé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ce qui s'est passé, c'est que on a les 10 petits députés là de la gauche radicale qui permettaient à la majorité, qui ont pas trop aimé le nouveau projet de finance, de loi de budget. Pourquoi? Parce que c'était un petit peu trop conservateur pour eux, on dépensait pas assez, et du coup voilà, ils ont tout fait exploser. Et du coup évidemment le Premier ministre, le président des Sousa, donc en vertu de ses pouvoirs, a dit sous la chambre qu'on puisse faire de nouvelles élections et mettre ça au clair. Voilà le truc. Donc évidemment sur le système électoral, on est donc sur un système pour un scrutin proportionnel plurinominal, comme la majorité des pays d'Europe, ça change pas. Dans 22 circonscriptions, voilà, de 2 à 48 sièges, donc c'est pas une proportionnelle complète, voilà, donc il y a différentes circonscriptions, voilà, qui vont de 2 à 48 sièges. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Et donc là, si on regarde un petit peu les partis. Alors d'abord on a le Parti socialiste, donc là je l'ai dit, c'est les gros BG, voilà, qui vraiment ont gouverné longtemps, évidemment, avec Mario Soares notamment, qui ont Antonio Guterres aussi, qui a été Premier ministre du Portugal pendant longtemps, et qui est l'actuel quand même secrétaire général des Nations Unies, donc c'est quand même un mec avec un certain pédigré. Et aujourd'hui António Costa, voilà, donc ça fait quand même pas mal de mecs stylés dans ce parti.
Et je me suis renseigné, et en fait, il faut savoir que le Parti socialiste portugais est le parti socialiste le plus puissant d'Europe. Et ouais, si on regarde voilà, cette page des partis socialistes européens, bah on se rend compte que voilà, beaucoup de partis socialistes ont un peu été laminés ces dernières années, hein, dans pas mal de pays. Bon, évidemment, le pire pays c'est la France, mais en Allemagne pendant longtemps ça a été mauvais, mais ils se sont remis. En Autriche ça a été plutôt mauvais parce qu'ils ont été un peu concurrencés. Pas mal dans ces pays ils ont été concurrencés par des partis plus écologistes, aussi la moitié de l'extrême droite et tout, donc c'était pas ouf. Mais c'est vrai qu'en ce moment on a une certaine tendance de partis de gauche qui ont l'air de revenir. D'abord, bah on a vu le parti socialiste, le SPD allemand qui a gagné les législatives en 2021. On a vu évidemment en Norvège aussi le parti socialiste norvégien qui a gagné les législatives. Et donc là, bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le parti socialiste portugais est le parti socialiste le plus puissant d'Europe. Ça change de notre parti socialiste français avec des sondages à 2%. Non, non, là on parle d'un parti sérieux et vraiment qui défonce tout. Donc ça, c'est vraiment, ça rigole pas. Voilà. Et évidemment, c'est le parti qui est qui est favori pour ces élections. L'autre parti, donc évidemment, dont j'ai déjà parlé, c'est donc le parti social, non pas lui, le parti social-démocrate, voilà, qui est contrairement à son nom, donc est plus de centre droit à droite, hein, voilà, donc évidemment parti qui a eu un certain pédigré par le passé, hein, voilà, notamment avec voilà Aníbal Cavaco Silva, qui a été Premier ministre puis président pendant 1 milliard d'années, donc ça c'était pas mal du tout. Aussi Barroso, donc évidemment qui était Premier ministre portugais, puis ensuite qui a été à la Commission européenne pendant 10 ans, bah il était portugais et il était dans ce parti. Donc vous voyez, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Portugais qui ont quand même une influence très forte dans l'Union européenne et même dans le monde entier. Donc ça, c'est quand même plutôt respectable. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, le Parti social-démocrate a un problème de popularité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur politique en 2011-2015 a été vue comme très dure par beaucoup de Portugais, et du coup, voilà, ils galèrent un peu à reprendre le pouvoir et à redevenir le parti majoritaire. Ce qui est très intéressant à noter, en fait, sur le Portugal, c'est que le Portugal est, en fait, sûrement le le pays européen où on a un fort bipartisme qui a continué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'extrême droite qui est montée, on n'a pas eu de gros partis verts, non. Là, vraiment, les deux partis traditionnels sont très forts. Ça rappelle un peu, on va dire, le Royaume-Uni, même si c'est encore plus fort qu'au Portugal qu'au Royaume-Uni. Donc voilà, c'est très intéressant à noter. Et donc, vraiment, si on regarde les sondages, voilà, on a vraiment deux grands partis qui ont 70% des voix à eux deux, quoi. Donc vraiment fort bipartisme entre deux partis qui sont plus centristes, hein, de centre-gauche et de centre-droit. C'est-à-dire que le Parti social-démocrate, vraiment, est plus centriste aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement, le fait qu'ils soient trop centristes, bah, comme dans plein de partis européens, bah, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait qu'il y a eu un nouveau parti, hein, qui a émergé, hein, évidemment, le parti Chega, dont j'avais déjà parlé, qui est un parti d'extrême droite. Bon, j'avais déjà dit tous leurs trucs plutôt chelous à l'époque, hein, évidemment, toutes leurs positions qui avaient fait polémique, donc on va pas en reparler. Dont leur chef, voilà, André Ventura, est un ancien, donc du Parti social-démocrate. Il avait fait 12%, vous vous rappelez, donc dans les présidentielles. Puis ensuite, il y a eu des élections locales au Portugal vers 2021, où là, en fait, on a eu l'impression que Chega avait un peu buté. On n'a pas l'impression qu'ils arrivent vraiment à avoir vraiment leur gros 10% et tout. Et là, si on regarde les sondages, ils ont pas l'air très très dynamiques. Voilà, ils sont à 5%, et ils devraient avoir 2 à 8, au maximum une dizaine de députés sur 230, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Voilà, parce qu'on se demandait vraiment si, est-ce que Chega allait être un peu allait avoir la même situation que Vox en Espagne, qui a vraiment réussi à avoir 10% et jusqu'à 15% de parlementaires. Bah là, pour l'instant, ça n'a pas trop l'air d'être le cas pour Chega, ils sont plus dans des 5%. Donc le Portugal, voilà, on a l'impression qu'il y a quand même une certaine résistance du Portugal à l'extrême droite. Voilà. L'autre parti, sinon, qui est intéressant, c'est le parti de l'Initiative libérale. Donc parti libéral classique, hein, évidemment, donc qui s'est créé récemment, voilà, tranquille. Bon, leur candidat a fait 1% au présidentiel, mais là, c'est intéressant de voir qu'en fait, ils ont à peu près les mêmes sondages que Chega. Et il devrait avoir entre 2 et une dizaine de députés. Donc finalement, le libéralisme et l'extrême droite au même niveau, donc à noter. Voilà, sinon le parti centriste, on s'en fout. On note sinon que voilà, les deux partis à la gauche du PS, bah évidemment n'arrivent pas à avoir beaucoup de voix. Donc au maximum, ils devraient avoir une trentaine de députés. Ils en avaient une quarantaine avant. Non, ils en avaient une trentaine, donc vous voyez, ça change pas grand chose. Donc en fait, c'est ça la principale leçon de ces législatives, c'est qu'on a l'impression que pas grand chose va changer, quoi. Le Parti socialiste portugais, il risque de refaire 36%. Voilà, le Parti social-démocrate, il risque de faire un peu plus. Voilà, et de reprendre peut-être un peu sur la gauche radicale, mais même pas non plus. Chega on n'a pas l'impression qu'il fasse un grand score. Et en fait, il y a différentes situations qui vont peut-être changer. Alors en fait,
un des scénarios de victoire, ce serait que Antonio Costa et le Parti Socialiste arrivent à rafler 115 députés et avoir la majorité absolue. Et donc là, il y aurait plus de oui, on va vous donner ça, la gauche et tout. Non, non, non. Là, maintenant, le PS, il pourrait faire les budgets qu'ils veulent et il y aurait pas des gauchistes pour leur empêcher donc de gouverner. Donc ce serait super bien pour Costa. Mais le truc, c'est que ça paraît un peu compliqué. Et en fait, voilà, même si on regarde les solutions les plus optimistes, ils arrivent à 110, 113, mais non. Il leur manque tout le temps 2-3 petits députés. Et on voit vraiment à quel point, voilà, juste 2-3 personnes, 2-3 votes, ça change vraiment complètement le destin d'un pays. C'est quand même intéressant. Et ça pose question. Donc voilà. Donc cette situation paraît peu probable. L'autre situation, ça serait que le parti, que la droite l'emporte, que le PSD, on va dire, arrive à gagner plus d'une centaine de députés, puis qu'ils fassent une grande coalition avec les libéraux, avec Chega et tout. Sauf que ça paraît peu probable parce que le chef du Parti social-démocrate a dit clairement que voilà, il est plus dans une posture centriste que droitière et que non, on ne gouvernera pas avec l'extrême droite. Donc c'est quasiment impossible que la droite l'emporte pour ces élections. L'autre situation, en fait, ce serait qu'il y ait une union entre le Parti Socialiste et le PSD. Donc entre les deux grands partis. Ça s'est déjà fait une fois, il y a 40 ans, pendant 2 ans. On appelait ça, voilà, c'était un peu la coalition bourgeoise. Est-ce que ça va arriver ? Ça paraît pas ultra probable, parce que ça demanderait de larges tractations et tout, ce serait un peu l'union nationale. Après, pourquoi pas, peut-être sur une figure charismatique, mais est-ce que le centre-droit accepterait d'être avec Costa, voilà, qui est là depuis pas mal de temps et qui a déjà gouverné avec le soutien de la gauche radicale? Est-ce que Costa arriverait à faire cette mue politique? On sait pas, ça paraît pas trop probable, je sais pas trop. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que toutes les hypothèses, elles paraissent pas trop probables. Et l'autre hypothèse, évidemment, serait que Costa, en fait, ait les mêmes résultats et soit obligé de refaire une alliance avec la gauche radicale. Mais la gauche radicale a clairement sous-entendu que c'était finito, quoi, l'alliance avec Costa. Donc voilà, en fait, on a quatre scénarios, mais aucun des scénarios n'a l'air vraiment probable. Donc c'est compliqué. Moi, je sais pas, l'alliance entre les deux grands partis traditionnels, ça risque de prendre du temps dans les tractations. Mais voilà, donc mais c'est très intéressant de voir que le Parti socialiste portugais, qui vraiment survole tout et qui est clairement le favori, n'arrive pas à avoir la majorité absolue, n'arrive pas à gouverner avec d'autres partis. Donc voilà, c'est le parti qui est dans la meilleure situation en Europe, mais pourtant il galère un peu à gouverner c'est un peu dommage pour eux, mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup de chances que Costa reste Premier ministre parce que voilà, il est quand même dans le parti le plus populaire, qui a une aura, qui a une assise et tout, qui a plutôt bien géré la crise sanitaire, qui a un bilan économique plutôt pas dégueulasse, donc clairement, voilà. Et en tout cas, c'est intéressant de voir que le Parti socialiste portugais arrive vraiment malgré les années, quoi, depuis 2015, voilà, c'est leur 3e législative et vraiment on a l'impression qu'ils gagnent en député à chaque fois et donc c'est plutôt remarquable chez un parti, et d'autant plus dans les pays du Sud où par exemple en Grèce, en Italie, on n'est pas du tout comme ça et on a des grosses instabilités politiques. Là c'est pas du tout le cas, donc c'est quand même plutôt intéressant de voir et voilà, en tout cas on respecte le Portugal, voilà, beau pays et voilà, on souhaite bonne chance au Parti socialiste portugais, est-ce qu'il arrivera à rester au pouvoir? En tout cas c'est plutôt intéressant à retenir. Et bien voilà pour le Portugal, donc pays de qualité. On en reparlera peut-être, peut-être qu'il y aura des élections et peut-être que la chambre sera encore dissoute, on verra bien. Mais bon, ça fait toujours plaisir évidemment de revoir un pays dont on a déjà parlé, c'est un peu ce qu'on est. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.